Alors bonjour tout le monde, voilà le petit vidéo qui va vous expliquer la montée du commerce du bois dans le Bas-Canada à partir du début du 19e siècle. Donc on le sait, comme j'ai dit dans le vidéo précédent, le bois remplace la fourrure comme principale activité économique de la colonie. OK? On a vu que une des raisons pour ça, c'est que la demande en fourrure en Europe diminue beaucoup. Donc, c'est moins rentable, c'est moins une entreprise économique qui amène du profit. Mais il y a aussi une autre raison pourquoi le bois va devenir une activité économique très importante dans le Bas-Canada, et c'est à cause du blocus continental de Napoléon. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est que il y a une guerre, ok? À cette époque-là, il y a une guerre entre l'Empire français, dirigé par Napoléon Bonaparte, et le Royaume-Uni. Et justement, Napoléon, pour nuire à l'effort de guerre, à l'économie de guerre du Royaume-Uni, Napoléon va faire un blocus, c'est-à-dire qu'il va bloquer l'accès à toute l'Europe aux bateaux anglais. Donc, les bateaux anglais pourront pas aller dans les ports d'Europe pour faire du commerce, entre autres pour aller chercher du bois. Parce que le Royaume-Uni a besoin de beaucoup de bois, principalement pour ses bateaux de guerre, pour le conflit. Et habituellement, ce bois-là, le Royaume-Uni va aller le chercher en Europe du Nord, en Scandinavie, ou plus précisément en Suède, Norvège, etc. Mais là, à cause du blocus, c'est impossible. Et le Royaume-Uni doit alors se diriger vers le Canada pour aller chercher son bois. Donc, juste avant de continuer, je vais vous montrer une carte qui montre plus clairement le blocus continental de Napoléon. Donc, on a ici le Royaume-Uni. Et avant, le Royaume-Uni allait surtout chercher son bois en Europe du Nord, ici. Okay? Mais avec le blocus, ça c'est la ligne noire que vous voyez, c'est impossible. Alors, c'est pourquoi le Royaume-Uni va aller vers le Canada, même si c'est beaucoup plus loin, pour aller s'approvisionner en bois. D'accord? Donc, comment ça fonctionne tout ça? OK? C'est que le Royaume-Uni va, parce que ça coûte beaucoup plus cher d'aller chercher le bois en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus loin, donc ça coûte beaucoup plus cher. Et pour, on pourrait dire, apporter une solution à ça, le Royaume-Uni va mettre en place ce qu'on appelle des tarifs préférentiels pour le bois canadien. OK? Alors l'explication ici, c'est pour que l'industrie du bois au Canada soit solide et stable, parce que le Royaume-Uni a besoin d'un apport de bois constant, eh bien, le Royaume-Uni va mettre en place des mesures d'aide. Cette aide fait que les produits des colonies britanniques, donc le Bas-Canada, payent beaucoup moins de taxes pour être vendus dans la métropole que les produits des autres pays. Donc, ça va encourager les commerçants, les hommes d'affaires à investir dans le commerce du bois parce qu'ils ont beaucoup moins de taxes à payer parce qu'ils font partie de l'Empire britannique. C'est ce qu'on appelle des tarifs préférentiels. C'est comme si le Royaume-Uni disait « on va préférer faire du commerce avec nos colonies, donc on va leur charger des taxes, des tarifs moins chers. » Et ça va encourager l'économie. Donc, cette politique économique-là du Royaume-Uni envers ses colonies s'appelle le protectionnisme. Okay? Donc, le fait d'imposer des tarifs préférentiels, donc des taxes moins chères, pour encore encourager l'économie des colonies, donc c'est comme de l'Empire britannique, ça s'appelle du protectionnisme. C'est le fait de protéger l'industrie de son pays ou de son empire contre la compétition étrangère, la compétition d'autres pays. Okay? Ça, le protectionnisme, très important pour vous de comprendre, ainsi que le tarif préférentiel, de comprendre ça pour l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, au début de l'année, vous allez voir le libre-échange. Parce que le Royaume-Uni, à un moment donné, un petit peu plus tard là, dans l'histoire, va décider d'abandonner sa politique de protectionnisme pour se convertir au libre-échange, au free trade. Donc, c'est important de comprendre le protectionnisme pour pouvoir le comparer au free trade. D'accord? Bon. Alors, le commerce du bois apporte beaucoup de changements dans la colonie. Okay? D'abord, des nouveaux métiers, des nouveaux emplois vont être créés avec le commerce du bois. Et, entre autres, beaucoup d'emplois vont être
offert. On a besoin d'une main-d'œuvre abondante. Okay? On va avoir des emplois qui sont payés, on pourrait dire, petits salaires, okay? Qui vont être offerts surtout à des Canadiens et des immigrants britanniques parmi les plus pauvres, comme les Irlandais et les Écossais. Il va y avoir des nouveaux métiers. Donc, ça, ce sont des exemples de métiers comme les scieurs. Ça, c'est ceux qui prennent des gros billots de bois et qui les scient dans des scieries, hein, des genres de petites usines où il y a une grosse scie alimentée par un moulin. Et là, ils vont scier des planches à partir des billots. Il va y avoir aussi des équarrisseurs. Ça, c'est juste le fait de prendre, plutôt que de scier des planches, tu fais juste prendre le gros, the big log, hein, le gros billot qui est rond, et tu le transformes en un gros cube, un gros carré en fait. Je vais vous montrer des images tantôt. Les draveurs, ce sont ceux qui dirigent les billots de bois qui descendent les rivières, okay, pour finalement les amener au port de Québec. Je vais vous montrer ça aussi dans quelques images tantôt. Et les bûcherons, hein, typiquement les lumberjacks, ceux qui sont dans la forêt et qui coupent les arbres. Dans votre cahier, vous avez à la page 232 la définition, ok, et un document qui vous explique assez bien tous ces nouveaux métiers-là, ces nouvelles jobs-là. Okay? Il va même y avoir aussi un nouveau style de vie qu'on appelle l'agroforesterie. Okay? Ça, qu'est-ce que c'est? Ben, dans ce mot-là, tu as agriculture, okay? Agro, et foresterie. Donc ça, il y a beaucoup de Canadiens, justement, qui, pendant l'été, vont avoir une petite ferme. Ils vont cultiver leur ferme à eux pour nourrir leur famille. Et pendant l'hiver, puisque la ferme est comme fermée, ils peuvent pas cultiver, ils vont aller bûcher, ils vont aller couper les arbres, ils vont être employés comme bûcherons. Donc, ça leur permet de faire un peu d'argent en hiver et de cultiver un peu de nourriture en été. Donc, ça s'appelle l'agroforesterie. Donc, maintenant, je vais aller vous montrer, justement, qu'est-ce que je parlais tantôt, quelques documents et images qui reflètent le commerce du bois. Alors, d'abord, avec le site de Alloprof, que je vous conseille vraiment d'aller visiter, hein, parce qu'il vous explique très bien et il vous donne des belles images. Alors ici, le premier petit graphique qu'on voit, on voit très bien que à partir du début 1800, le commerce du bois ne fait que augmenter. Hein? Puis ça, c'est grâce aux tarifs préférentiels. Ben, d'abord, la cause, c'est le blocus continental. Hein? La Grande-Bretagne ne peut pas aller chercher son bois en Europe du Nord, donc elle va au Canada. Et les tarifs préférentiels rendent ce commerce-là profitable. Hein? Ça vaut la peine de faire business, de partir en affaires dans le bois grâce aux tarifs préférentiels. Alors, on voit que ça augmente. Ici, c'est une image justement typique du commerce du bois. Ça, ici, c'est le port de Québec. Okay? Québec est juste sur la colline qui est là. Et si vous remarquez ici, là, les structures qu'on voit, ce sont des billots de bois, hein, des arbres qui ont été coupés, qui ont descendu le fleuve. Ben, ils ont d'abord descendu les rivières jusque dans le fleuve et jusqu'au port de Québec. Et ils vont être chargés dans les bateaux qui vont s'en aller au Royaume-Uni. Okay? Donc, on voit que c'est une très grosse industrie. Très importante. Ici, ben, vous avez à peu près la même chose, mais c'est une photographie réelle, hein, qui a été prise en 1872. Et vous voyez les gros morceaux de bois ici, c'est ça qu'on appelle le bois équarri. Vous voyez, on a pris un billot qui était rond et on l'a coupé chaque côté pour en faire une forme carrée. Ça, on appelle ça des bois équarris. C'est plus facile de les mettre dans les bateaux. Okay? C'est plus facile à store them in the boat. D'accord? Et là, ici, on a une belle image d'un chantier forestier, un camp de bûcherons qu'on appelle. Donc, ici, on a les bûcherons et vraiment, c'était au cœur de la forêt. Et ici, vous avez une carte qui vous montre les territoires où on va exploiter le commerce du bois. Okay, on a le port de Québec qui est ici. Et vous voyez qu'on va exploiter beaucoup le bois en Mauricie. Okay, donc, de chaque côté de la rivière Saint-Maurice, avec Trois-Rivières qui est là. On va aussi exploiter le bois au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Outaouais. Hein, ça, c'est la rivière Outaouais, la rivière Saguenay. Ce qu'on faisait, on coupait le bois, on le faisait descendre par ces rivières-là, okay,
Donc, les draveurs, c'est leur métier de s'assurer que le bois reste pas coincé dans la rivière et que ça descende jusque dans le fleuve. Okay? Et là, dans le fleuve, on faisait des gros radeaux, big raft, avec ces bio-là, et on les amenait tranquillement jusqu'au port de Québec. Et au port de Québec, on les mettait dans les bateaux, une fois équarris, hein, on les coupait en carrés, et on les envoyait au Royaume-Uni. D'accord? Et là, je vais vous montrer justement une image un petit peu plus claire de bois équarri. OK? Juste ici. Bon, ça, c'est les pages de votre cahier. Vous pouvez le voir plus facilement. C'est à la page 232 et 233. Vous voyez ici, OK? L'image vous montre le bio à l'origine, qu'on a coupé. Hein, c'est un arbre. Le carré ici, c'est le bois quand il est équarri. OK? Et ensuite, quand on le scie en plus petites sections, c'est les madriers ou les planches. Okay? La planche, c'est celle qui est la plus mince. Ici, ce que vous voyez, le document 27, c'est ce que je vous parlais de, you know, those big rafts. C'était des radeaux ou c'était le flottage du bois. En fait, c'était tous ces bio-là qu'on avait fait descendre les rivières jusqu'au fleuve. Et rendu au fleuve, on les attachait ensemble. OK? Pour faire un gros radeau comme ça, on voit les voiles ici pour les faire avancer. Et là, ces gros radeaux-là s'en allaient tranquillement sur le fleuve Saint-Laurent jusqu'à la ville de Québec, au port de Québec. Okay? Les gens qui faisaient ce travail-là, on les appelait les raftman, okay? Ou les cageux. C'était un travail aussi, un des nouveaux métiers qui a été entraîné par le commerce du bois. D'accord? Donc ça, comme vous voyez, c'est le commerce du bois amène énormément de changements dans la colonie. D'accord? Maintenant, dernier petit changement que ce commerce-là va amener dans la colonie, OK? Attendez un petit peu, c'est ici. C'est que, étant donné que le commerce du bois va faire grossir l'économie, ça va amener aussi des changements à d'autres niveaux, OK? Par exemple, je vais juste descendre un peu. On va avoir la construction, OK, ou l'agrandissement des infrastructures de transport. C'est quoi ça? C'est les routes, les ponts, OK, même le chemin de fer va commencer à partir de 1836, et les canaux, OK. Les canaux, I'm not talking about canoe, comme dans le temps des coureurs des bois puis de la Nouvelle-France. Je parle de canals, comme vous dites en anglais, OK, et c'est tout simplement des rivières artificielles qu'on va creuser pour éviter les rapides. Okay? Un exemple, à Montréal, on a le canal Lachine. Et on a ici la carte entre le bas et le haut Canada, le canal Rideau. Le canal Rideau part de Ottawa et s'en va jusque dans le lac Ontario. Okay? Donc, ça, normalement, c'est des montagnes qui sont là. Mais en construisant un canal, okay, on permet aux bateaux de pouvoir passer du lac Ontario jusqu'à la rivière Outaouais. Et tout ça, c'est à cause, au début, de l'industrie du bois qui devient très importante, donc qui fait grossir l'économie. Okay? Et quand on dit économie qui grossit, on parle aussi de plus d'argent en circulation, plus more money. Et c'est ce qui va amener aussi la création des premières banques. Okay? La première banque qui va exister au Canada, c'est en 1817, et c'est la Banque de Montréal qui va être créée à Montréal. Vous voyez ici une image à l'origine. Et le building qui a été créé en 1817 existe encore à Montréal. Si vous allez dans le Vieux-Montréal, vous pouvez le voir. Alors, c'est ce qui explique en grande partie les changements économiques qui surviennent dans la colonie pendant la période de temps qui nous intéresse. Alors, à la prochaine, aux prochaines vidéos. Bye bye tout le monde.